Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Et voici les titres. L'année 2014 prendra fin dans quelques heures pour laisser place à 2015. Une année qui marquera la dynamisation de l'économie béninoise, comme nous le verrons dans ce journal. Au Congo, l'éventuelle modification de la Constitution crée des tensions au sein de la classe politique. Elle permettra en effet au président Denis Sassou Nguesso de se présenter à sa propre succession à l'élection présidentielle. Et à Djibouti, le dialogue politique a porté ses fruits. Après 18 mois de négociations, pouvoir et opposition sont parvenus à un accord ce 30 décembre. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Ayad Moussa Diaya, l'ambassadeur de Djibouti en France. L'année 2014 s'achève donc dans quelques heures, l'occasion de faire le bilan d'une année riche en événements au Bénin sur fond de tensions sociales et d'impasse électorale. 2014 laisse derrière elle tout de même de belles perspectives économiques pour le pays. Rétrospective avec ce reportage de notre correspondante au Bénin, Cherelle Yoa Tawema. Au Bénin, l'on se souviendra encore de 2014, une année riche en événements. Elle commence sur fond de tension sur le champ social. Suite à la répression de la marche des centrales syndicales fin décembre 2013, celles-ci ont riposté avec pour conséquence la paralysie de l'administration béninoise. Cette fronde sociale a eu des répercussions sur la majorité des secteurs d'activité du pays, notamment l'éducation, la santé et la justice entre autres. En ce qui concerne le secteur judiciaire, cette crise demeure malgré l'introduction au Parlement d'une proposition de loi visant à supprimer le droit de grève aux magistrats. Pendant les 3 mois accordés au gouvernement, le bilan révèle que pas beaucoup de progrès. On n'a pas enregistré beaucoup de satisfaction à nos revendications. Sur les différents points, il n'y a pas eu d'amélioration. On parlait de la sécurisation et de la sécurité des magistrats. Pendant la période de moratoire, on a non seulement observé que des collègues ont été cambriolés. Mécontentement aussi au sein de la classe politique béninoise. Le gouvernement réaffirme son engagement de mettre à disposition les fonds nécessaires à l'organe en charge de la correction du fichier électoral afin d'organiser les élections. Des milliers de personnes manifestent dans les rues de la capitale économique pour dénoncer le retard de plus d'une année et demie observé dans le calendrier électoral. Aujourd'hui, le problème crucial qui se pose au peuple béninois est l'absence, disons, d'élections à bonne date. En l'occurrence, les élections locales, communales et municipales devraient avoir lieu depuis février 2013. Le vote du budget 2015 à la quasi-unanimité le 16 décembre 2014 représente une victoire pour l'exécutif. D'un montant de 1 500 milliards de francs CFA, il connaît une augmentation de 379 milliards comparativement à celui en cours, soit une hausse de plus de 33%. Ce budget vise essentiellement à venir renforcer les acquis économiques et sociaux du Bénin, qui sont pour la plupart au vert. Et comme vous le constatez ces derniers moments, le Bénin a enregistré beaucoup de succès sur plusieurs indicateurs. Si des avancées notables ont été enregistrées sur le plan économique, le Bénin devra tout de même relever de nombreux défis sur le plan politique, notamment l'organisation des élections communales et législatives en 2015. Au Congo, l'éventuelle révision de la Constitution fait polémique alors que certains dénoncent les nombreuses lacunes du texte fondamental. D'autres soupçonnent le président Denis Sassou Nguesso de vouloir modifier la Constitution qui, en son état actuel, l'empêche de briguer un autre mandat. Le point tout de suite avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. La révision de la Constitution aura-t-elle lieu au Congo? Sans une modification, l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, sera hors de course car la Constitution limite à 2 le mandat présidentiel et impose une limite d'âge à 70 ans. Et si le président Denis Sassou Nguesso est resté silencieux sur ce sujet, il a évoqué lors de son retour de voyage à Cuba le 6 décembre 2014 l'idée d'un référendum pour changer la Constitution du 20 janvier 2002. C'est au peuple congolais de trancher sur la question du changement de la Constitution.
L'opposition soupçonne le président de la République et ses proches de vouloir faire sauter le verrou de l'âge et celui de la limitation des mandats. Le président Denis Sassou Nguesso a déjà dévoilé sa stratégie, celle qui consiste à violer impunément la Constitution de 2002 et fouler aux pieds le respect de l'ordre constitutionnel. Il l'a dit lors de son retour de Cuba. Donc toutes ces réunions du PCT, pour nous, c'est de la distraction. Parce que ne pas respecter la constitution de notre pays est un acte lourd de conséquences, un déni de la démocratie. En déclarant faire appel à un référendum populaire, M. Denis Sassou Nguesso veut tout simplement confisquer le pouvoir. Et personne n'est dupe, parce que seuls ses partisans seront autorisés à faire campagne. L'opposition est interdite de réunions et de manifestations. Tous ceux qui se sont essayés à tenir des réunions malgré, je dirais, les interdictions ont été systématiquement violentés par les milices privées de M. Sassou. Et donc aujourd'hui, pour nous, accepter un référendum, c'est donner un blanc-seing à M. Denis Sassou Nguesso pour acter officiellement son troisième coup d'État constitutionnel après ceux qui ont été perpétrés en février 1979 et en octobre 1997. Même si aucune déclaration officielle concernant le changement de la Constitution n'a été publiée à l'occasion de la réunion du comité central du Parti congolais du travail, le PCT, qui s'est terminée ce mardi 30 décembre, des sources indiquent que la majorité des cadres s'est prononcée pour la modification du texte. La question de la réforme constitutionnelle devrait être abordée dans le discours à la nation de ce 31 décembre 2014 du chef de l'État. Rappelons que la présidentielle en République du Congo est prévue en 2016. À Djibouti, un accord cadre a été signé à l'Assemblée nationale entre les membres du parti au pouvoir, l'UMP, et ceux de l'opposition réunis au sein de l'USN. Un accord qui met fin à 18 mois d'intenses tractations et qui marque le retour des députés de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Un sujet de Sally Canet. L'Assemblée nationale s'est réunie ce mardi 30 décembre à Djibouti pour une séance publique présidée par le premier vice-président, M. Mohamed Ali Oumed, en l'absence du président Idriss Arnaout Ali pour des raisons de santé. Cette séance a été marquée par la signature très attendue d'un accord entre l'UMP, la majorité au pouvoir, et l'opposition réunie au sein de l'USN, ce qui signifie une reprise du dialogue entre le pouvoir en place et l'opposition. Cet accord cadre stipule notamment que la commission parlementaire sera dorénavant constituée des deux parties, un premier pas qui permettra la poursuite du dialogue. Les points principaux, d'abord, dans un premier temps, c'est que l'opposition puisse regagner, les députés puissent d'abord regagner l'Assemblée nationale. Les 8 députés, donc il y avait déjà 2 qui siégeaient, donc les 8 restants maintenant vont revenir à l'Assemblée nationale. Donc la deuxième chose, c'est la CENI, donc ce sera une CENI paritaire. Les élus nationaux ont montré leur satisfaction et ont félicité le gouvernement lors de cette séance pour cette décision prise dans l'intérêt national. Ils espèrent également que ce dialogue apportera le résultat voulu par les deux parties dans le but de consolider l'unité nationale. Un accouchement en forceps d'une représentation parlementaire de l'opposition. Il a fallu beaucoup d'efforts et d'énergie, mais finalement, c'est la première fois que l'opposition soit représentée au Parlement. Et c'est grâce aux 20% de la proportionnelle. Et l'opposition refusait jusqu'à présent. Maintenant, on se rend compte que la rue ne peut pas renverser un pouvoir installé et l'opposition va jouer les jeux démocratiques, comme c'est son rôle. 2 textes de loi concernant le règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2013 et le budget de l'État pour l'exercice 2014 ont également été adoptés ce mardi 30 décembre par les élus du peuple. L'accord 4 qui vient d'être signé marque le retour officiel de l'opposition dans le champ politique de Djibouti. Ayad Moussed Yahya, vous êtes l'ambassadeur de Djibouti en France. Bienvenue sur Africa 24. Merci de m'avoir invité. Alors, monsieur l'ambassadeur, c'est en août 2013 que le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition a débuté. C'est en décembre 2014 qu'il a finalement abouti. 18 mois de négociations, c'est long ? C'est long, il a fallu beaucoup de patience, il y a eu une première tentative, une deuxième tentative, la troisième tentative était la meilleure. Vous savez, chacun du côté de l'UMP, c'est-à-dire la coalition qui est au pouvoir, du côté de l'USN, à la suite des discussions intenses qui ont duré tout ce temps-là, pu laisser les égos de côté,
je parle des deux bords, et réfléchir à une solution pour qu'il y ait un gagnant. Et le gagnant aujourd'hui, c'est le peuple de Djibouti qui voit tous les élus dont il a voulu qu'ils soient présents à l'Assemblée nationale puissent regagner aujourd'hui l'Assemblée nationale et travailler de concert pour la population djiboutienne. Vous savez, la question politique est importante, mais Djibouti est un petit pays. Nous sommes sur une localisation qui est très aride, très sec. Nous avons beaucoup de choses à faire et chacun devra apporter son grain de sel, son travail au niveau où il est, c'est-à-dire pour l'édification d'un État de droit, mais également pour le développement. Nous ne pouvons pas compter ni sur des ressources que nous avons seulement ce bout de territoire, nous avons les hommes et les femmes qui composent la République de Djibouti, et nous avons des infrastructures. Il y a un plan de développement à Djibouti qui, depuis les 15 dernières années, va vers l'avant, malgré nos faibles ressources. Justement, c'est sur ce plan de développement que l'opposition et le pouvoir ont travaillé main dans la main? Je crois qu'ils ont travaillé main dans la main, vous savez, tout le monde le reconnaît. Les 15 dernières années, nous sommes passés, comme tous les pays africains, d'une petite ville, Djibouti-ville, à une grande ville, la République de Djibouti. La capitale est devenue une ville cosmopolite avec une population qui est très éduquée. Nous avons construit des ports. Nous allons chercher l'eau à 300 km, c'est-à-dire nous ne sommes pas comme les autres pays où il pleut tout le temps. Nous avons beaucoup de difficultés et beaucoup de défis à surpasser. Et quels sont-ils ces défis pour 2015? Les défis pour 2015, ça s'annonce sur des bonnes augures, maintenant que il y a cet accord cadre qui vient d'être signé entre la coalition de l'UMP et la coalition de l'USN. Le travail qui les attend, c'est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire travailler main dans la main au sein de l'Assemblée nationale, parce que c'est là où les débats ont lieu, pour pouvoir donner à Djibouti une impulsion encore un peu plus forte en termes de développement pour Djibouti, la redistribution des richesses, le développement économique, tout ce qui pourrait placer Djibouti dans cette région, et je le souligne encore, où le bon Dieu a bien voulu nous situer, pour qu'on puisse trouver chacun sa façon de vivre, et vivre dans la paix et la concorde. Djibouti a toujours été un havre de paix dans cette région tumultueuse de la Corne de l'Afrique. Alors, pour revenir à cet accord cadre, monsieur l'ambassadeur, qui est-ce qui a permis justement au pouvoir et à l'opposition de s'accorder après 18 mois de pourparlers? Je vous l'ai dit, nous, à Djibouti, nous avons notre arbre à palabres. Nous sommes comme tout pays africain, c'est-à-dire nous prenons notre temps pour discuter. Rome ne s'est pas faite en un jour, il a fallu du temps, et Djibouti ne fait pas exception. Vous savez, quand il y a une discussion, une négociation entre des partis politiques, il y a les égos qui l'emportent des fois, mais le temps également. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce consensus parce que je crois que chacun a mesuré l'importance de parvenir à une solution négociée de ce problème. Je crois que la sagesse de toutes les parties en présence a prévalu. Vous savez, le gouvernement, dès le premier jour, a initié les discussions avec l'opposition. Nous l'avons réinitié une deuxième fois et nous l'avons réinitié une troisième fois. C'est comme quand vous essayez de draguer quelqu'un, il vous faut du temps et c'est la même chose. Nous sommes parvenus seuls, Djibouti, comme à son accoutumée, comme nous l'avons fait avec les accords d'Abaa, nous l'avons fait de la même façon, c'est-à-dire sans injonction extérieure, mais entre les Djiboutiens. Et aujourd'hui, le seul gagnant, et je le répète, c'est le peuple djiboutien, parce que c'est une win-win solution. Maintenant, tout le monde devrait se mettre au travail pour faire avancer le développement de la République de Djibouti. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et vous souhaite une très bonne année 2015. À vous également. Merci bien. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction en ce dernier jour de l'année 2014. Très bonne fête de fin d'année sur Africa 24.